Ok, donc les technologies de couche 2, il y en a tellement. On a des technologies d'accès sur la partie WAN, Wide Area Network, et sur la partie LAN. Sur la partie LAN, on peut en citer la technologie d'accès la plus répandue aujourd'hui, que beaucoup de technologies se basent sur ça, qui est Ethernet, et aussi d'autres technologies d'accès de couche 2, mais orientées beaucoup plus sur le WAN, où on va juste énumérer comme ça. Voilà, la formation CPS. Ok. Donc, il faut venir à CMOS pour les formations CPS. Bon, là, les formations CPS sont vraiment, c'est extraordinaire. Je vous dis, en 6 mois, avec toutes les personnes qui ont pu suivre les formations, en 6 mois, ils ont acquis des compétences extraordinaires. Ça, je vous le jure. Nous savons bel et bien comment organiser les formations, quelles sont les différentes couches de formation qu'on doit mettre en place en un temps record pour maîtriser les autres le plus vite possible. Donc, en commençant toujours par le CCNA. Ok, donc avec le CCNA, on a à apprendre les réseaux en profondeur, déployer les technologies que je vais énumérer aujourd'hui. Et voilà, et de maîtriser dans un environnement réel. Good. Maintenant, si, excusez-moi un instant, I want to see myself on live. I don't know how to do it. Good. So, spectateur. OK. OK. Voilà, donc très rapidement, pour les technologies d'accès, euh, on va parler de d'Ethernet, la première technologie euh, d'accès la plus répandue au monde que tout le monde utilise sur les réseaux informatiques. Ethernet, voilà, donc là, la technologie Ethernet, c'est la technologie la plus répandue aujourd'hui. Tout le monde utilise Ethernet parce que c'est une technologie qui est très rapide, en commençant par 10 mégas, 100 mégas, 1 giga, maintenant jusqu'à même 400 gigas avec la technologie Ethernet. Mais quand on parle d'Ethernet, on fait allusion à une technologie qu'on appelle MAC, Media Access Control, d'où le nom adresse MAC. Ce qu'il faut savoir avant de venir sur ça, si vous avez un LAN, donc le LAN, c'est le Local Area Network. Nous avons vu hier, nous avons vu hier les architectures réseau et on a vu l'architecture à 2 niveaux, à 3 niveaux. Je vous avais dit d'oublier le reste. Prenez 2 niveaux et 3 niveaux. Donc 2 niveaux, on a des switches. 3 niveaux aussi, on a des switches d'accès. Les switches d'accès où on connecte les périphériques finaux. Les périphériques finaux, c'est quoi? Ce sont les périphériques où on peut générer une information et interpréter l'information aussi clairement. Par exemple, une tablette, tu peux écrire salut. Si on te répond aussi, tu peux voir à partir d'une application la réponse. Les imprimantes, tu peux lancer une impression et l'imprimante va l'écrire sur papier. Vous avez les écrans télé, par exemple. Donc, tout ça, c'est des périphériques finaux. Générer l'information et interpréter en retour l'information. Maintenant, tous ces périphériques finaux aujourd'hui sont dotés d'une technologie d'accès qu'on appelle Ethernet. Et cette technologie d'accès Ethernet est matérialisée avec ce qu'on appelle l'adresse MAC, Media Access Control. Cette adresse MAC, c'est une adresse qui est unique, universelle. Chaque constructeur d'équipement, ses équipements, de manière individuelle, a une adresse MAC qui est unique au monde. Et grâce à cette adresse MAC-là, la personne peut communiquer sur le réseau local. Les autres machines pourront l'identifier physiquement pour communiquer en monodiffusion. Juste ce qu'on doit savoir sur
Ces adresses MAC, ils sont interprétés par des équipements de couche 2 qu'on appelle le switch. Donc, nous avons le modèle OSI. Nous avons le modèle OSI. Ici, on a la couche physique. Là, on a la couche. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la couche liaison de données, bien sûr, où on va parler des technologies. Donc, la couche liaison de données, la couche réseau, la couche transport, la couche session, présentation et application. Nous allons venir sur toutes les couches. Mais là, on est aujourd'hui sur la couche 2. Et cette couche 2, la technologie que nous allons parler, c'est Ethernet. Première technologie. Mais la technologie Ethernet est analysée par un équipement spécial qu'on trouve au niveau de cette couche-là, c'est le switch. Le switch est au niveau de cette couche. Bon, avant l'arrivée du switch, on avait un hub, le concentrateur. Donc, on le matérialise comme ça. La grande différence entre un switch et un hub, bon, le hub, il est au niveau de la couche physique. Le switch est au niveau de la couche liaison de données. Il y a une petite intelligence au niveau du switch. Le hub est un répéteur. Est un répéteur. Le hub est un répéteur. Quand un signal arrive sur un port, le signal est diffusé sur tous les ports. Quand le signal arrive sur un port, il est diffusé sur tous les ports. Raison pour laquelle, avant, au début de l'informatique, tout se faisait par diffusion. Il n'y avait pas multidiffusion, il n'y avait pas de monodiffusion, seulement diffusion. Le hub, on l'avait créé aussi à faire la diffusion. Donc, un message arrive sur un port, il est envoyé sur tous les ports. C'est-à-dire que même une machine n'est pas destinée à l'envoi de l'information, ben, cette machine va interpréter. Toutes les machines peuvent interpréter l'information sans problème. Maintenant, avec l'arrivée du switch, il faut assurer la sécurité. C'est-à-dire que si on envoie un paquet ou bien une trame vers une autre machine, cette machine seulement doit récupérer cette information. Et pour cela, on a besoin d'un autre équipement différent d'un hub qui répétait le signal sur tous les ports. Mais un autre équipement beaucoup plus intelligent qui peut prendre la trame qui vient au niveau d'un port et de l'envoyer vers un autre port bien précis. OK. Et cet équipement-là, on va en parler. Nous sommes au niveau de la couche 2. On a la technologie Ethernet, mais la technologie Ethernet, on parle de l'adresse MAC, Media Access Control, MAC. Mais MAC, c'est quoi? Si vous avez un switch, et chaque switch, ou bien toutes les machines sont branchées au niveau du switch. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Que chaque machine, du point de vue global, a une adresse MAC. Supposons, on a l'adresse MAC ici, AAA, ça c'est BBB, on a CCC, on a ici DDD, et là on a par exemple EEE. C'est juste un exemple, parce que l'adresse MAC, les gars, s'écrit sur 48 bits. Donc 24 bits, c'est le constructeur, les autres 24, c'est la machine. OK, le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Sur les ports au niveau du switch, on a le port E1, E2, E3, E4, E5. Bon, là, on va s'assurer que nous sommes vraiment en ligne. Parce que les trucs là, bon, comme j'ai commencé à faire du live, bon, je ne sais pas si tout marche. Bon, je vais essayer de voir moi à partir de mon téléphone. Euh, un instant, les gars. Je vais voir si je suis en live. Mhm. Mais moi, j'ai un problème de voir si je suis en live ou non. C'est pas possible ça. Wonderful. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. OK. Poursuivi. Donc, si je fais ça. OK. Yes. OK. Ah, je suis en live. Je vois maintenant. OK. Oui, c'est grave, Abou Sam. C'est grave. Je vais faire
un cours de TikTok avec peut-être, je vais appeler Adomo du genre, ils vont m'aider. Oui, oui, je suis en live. Ouais, good. Là, je me vois même avec mon téléphone, hein. Là, c'est encore, c'est rassurant. OK. Euh, donc là, nous avons notre petit réseau où vous avez un switch au milieu et vous avez des machines. Regardez bien. Qu'est-ce que le switch va faire? Le switch va juste récupérer sur chaque port l'adresse MAC. Et le fait que le switch récupère cette information, le switch crée une petite table qu'on appelle CAM, Content Address Memory. OK, c'est ça la grande différence entre un hub et un switch. Le hub n'a pas de mémoire. Par contre, le switch a une petite mémoire. Et vous allez voir certains trucs qu'on va organiser, comment attaquer cette mémoire. Cette mémoire peut être saturée. Et si la mémoire elle est saturée, le switch va se comporter comme un hub. Donc ça, c'est l'objectif du hacker. Il sature cette mémoire pour que le switch se transforme comme un hub. Et si ce dernier se transforme comme un hub, qu'est-ce que le hub fait? La diffusion et le message est envoyé sur tous les ports. Mais là, au niveau de cette mémoire CAM, Content Address Memory, le switch va se dire, OK, sur le port E1, il a l'adresse MAC AAA. Sur le port E2, il a l'adresse MAC BBB. BBB. Sur le port E3, il y a l'adresse MAC, par exemple, CCCC. Sur le port E4, il a l'adresse MAC DDDD. Et sur le port E5, il a l'adresse MAC E, 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 E. Les gars, voici la table d'adresse MAC. C'est ça la table d'adresse MAC. Et au niveau de cette table d'adresse MAC, si la machine A veut communiquer avec la machine C, la trame va juste va quitter la machine et arriver ici, il va venir là directement. Et le retour aussi va se faire comme ça. Parce que quand la trame arrive, le switch regarde une trame. Une trame, vous avez source MAC et destination MAC. Source MAC, c'est quoi? C'est AAA. Destination MAC ici, c'est CCC. Donc le switch, quand la trame arrive, le switch automatiquement, il va vérifier l'adresse MAC de destination. Abdou Samba, c'est quel type d'attaque qui sature la table? Oui, c'est ce qu'on appelle du MAC spoofing. Le MAC spoofing, ok? Donc on a plusieurs méthodes de le contrôler avec du MAC snooping, avec MAC security ou bien 802.1.3. Il y a plusieurs méthodes de le contourner. Donc le contournement, comment bloquer ces attaques-là, on va voir ça d'ici peu, les gars. D'ici peu, on va voir ça. On a d'autres séances de live où on va faire juste du pen testing. Et on va le faire en direct, les gars. En direct. Donc, voici comment le switch va reconnaître euh, les adresses MAC et il va enregistrer au niveau de sa table, au niveau de sa table CAM. OK. Maintenant, tout ça, c'est beau de le dire, d'en parler comme ça. Mais le plus important, c'est quoi? De pratiquer. OK. Nous avons ici GNS3, les gars. Nous avons GNS3. Et là, on a des PC. Bon, on a deux switches. Je prends le switch qui est là. Je branche sur le port Giga 01 pour le PC 1. Le deuxième PC sur le Giga 02. OK? Entre les deux, je prends Giga 00 ici, Giga 00.
Bon, si vous voulez, je peux, pour avoir plus de visibilité, on supprime le câble. Je mets ici giga 00 vers le giga 0 D0, pourquoi pas. Et là, je mets le giga G3 ou bien 1.0 ici. Bon, sur GNS3, tu as la possibilité de voir les numéros de port. Donc là, on a les numéros de port ici. Les gars, ce que je suis en train de faire, c'est basique, mais c'est l'essentiel en réalité. C'est l'essentiel en réalité. Avec juste ça, il faut comprendre les détails. Raison pour laquelle je vous dis, tantôt travaille sur Packet Tracer, tantôt travaille aussi sur GNS3. Ce sont ces petits détails qui vous font comprendre les réseaux sans problème. OK. Euh, je vais allumer le premier switch. OK. On a allumé là le switch. S1. On va ouvrir console du switch. OK. Je vais augmenter la taille ici. Vous allez voir de près. Good. Voilà. On va regarder juste le switch par défaut. Qu'est-ce qu'on a au niveau du switch? Comment est construite cette table en réalité? Wonderful. Ok, donc là, le switch démarre sur GNS3. J'aime bien GNS3, moi. I do like GNS3 par rapport aux autres qui sont sur EVNG. Bon, c'est peut-être c'est le premier outil que j'ai maîtrisé depuis longtemps. Voilà, et c'est très cool d'avoir le GNS3. Good. Là. Donc, vous faites CML? Oui, oui. Cisco Modeling Lab, oui, le CML, cool. Ouais. Juste le CML un peu limité en termes de nœuds. Il faut la licence aussi. Si vous avez la licence, vous pouvez avoir plus de nœuds sur le CML, qui est vraiment aussi très puissant parce que, bon, d'habitude, les formateurs de Cisco utilisent le CML à la place de EVNG. EVNG, il y a plusieurs constructeurs. Il y a plusieurs constructeurs que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser du Aruba, du HP, du FortiGate, du Palo Alto, du F5. Presque tout est là-bas hein, sur le EVNG. OK. Là, nous sommes sur le switch, les gars. OK. La première chose, je vais juste. OK. Hostname, les gars, SWA1. Si vous ne connaissez pas, c'est juste renommer le nom. Donnez un nom au switch. C'est rien du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Show MAC address table. Vous voyez, les gars, si vous allez sur Huawei, il va te dire display MAC address table. Nous, on veut voir juste la table d'adresse MAC. Très simple. Show, c'est montrer. MAC address table, montrez-nous la table d'adresse MAC. Et si on fait ça, vous voyez qu'ici, il y a zéro entrée. VLAN, MAC address, type et sur le port. Il n'y a rien. Nothing. Pourquoi? Parce que on n'a pas allumé les machines. OK. Et c'est là. OK. CML est plus réaliste. OK. Yeah. Si vous êtes beaucoup familier à CML, c'est bon. Mais je vous dis, hein, quand vous faites du CSNP, CCIE aujourd'hui, les formations, c'est du EVNG, les gars. C'est du EVNG. Vous allez voir, je pense que hier, j'avais montré un peu mon EVNG. Mais là, la démonstration d'aujourd'hui, je vais faire juste sur GNS3. On va allumer la machine ici. OK, start. Voilà, la machine est là. Good. Le thème d'aujourd'hui, c'est juste les technologies de couche 2. Donc, briefing, je parle d'Ethernet, un peu du fonctionnement du switch, parce que le point focal des technologies de couche 2 sur les réseaux informatiques, le point focal, les gars, c'est le switch. Je répète encore. Écoutez-moi bien. Le point focal sur les réseaux informatiques, quand je parle de réseaux informatiques, nous sommes au niveau des entreprises. Le point focal des technologies de couche 2, c'est le switch. Parce que c'est le switch, le point d'entrée du réseau. C'est le switch qui a les ports RJ45.
les ports Ethernet. Donc, le thème, c'est les technologies de couche 2. Et les technologies de couche 2 qui gèrent ça, c'est le switch. Avec quelle technologie? Ethernet. Et là, on va voir les autres protocoles. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça l'objectif d'aujourd'hui. C'est ça juste que je vais vous montrer. OK. Maintenant, nous sommes là sur le switch. On a la machine. OK. Bon, là, je vais juste, je peux revenir sur le switch pour vérifier. Je fais show MAC address table. Voilà, regardez. L'adresse MAC est là. L'adresse MAC de la machine, elle est là, sur le giga 01. Il l'a appris de manière dynamique. On va démarrer l'autre machine. OK, suivez très bien. L'autre machine, OK, on ouvre le console. Là, on attend qu'il démarre bien. OK. Et ici, on va vérifier. On va faire de configuration, les gars. No configuration. Il n'y a pas de configuration, hein. On va juste regarder la table d'adresse MAC. OK, on attend que la machine démarre. Une fois que la machine démarre bien, vous allez voir des messages vont s'échanger. Des trucs de ARP, par exemple. Une requête ARP va être envoyée. Et automatiquement, le switch peut comprendre le message. Bon, je vais faire une capture d'écran ici. Une capture avec Wireshark. On va essayer d'analyser. Voilà. Donc, vous voyez ici, euh, vous savez qu'il y a IPv6. Bon, IPv6, on va venir là-dessus. Mais il y a la diffusion qui se passe ici. Une requête ARP est envoyée, par exemple, ARP. OK, voici les adresses qui est, voilà, l'adresse de une requête DHCP par défaut. Donc, une diffusion est envoyée. Et c'est ça qui fait remplir, en réalité, la table d'adresse MAC au niveau du switch. Donc, si je rappelle la commande, et là, vous avez les deux machines sont là. OK, donc vous voyez, les deux machines sont là. OK, je démarre l'autre switch de l'autre côté. Et je démarre cette machine. Je vais démarrer les deux. Vous allez voir. Là, on est juste en train de vérifier la table d'adresse MAC. OK? Comment vous pouvez intégrer Windows Server dans GNS3? Oui, il y a un tuto sur ça. Le EVNG, le problème, c'est les images si tu n'as pas de compte Cisco. Non, pas forcément. Les images sont disponibles. Les liens vous seront envoyés. On a toutes les images que vous avez besoin, c'est possible. Avec EVNG, avec GNS3 aussi. Tu installes sur un VM, oui. Parce que l'avantage du GNS3, regardez ici. Nous avons là à côté un PC2 en vert ici, en vert. C'est le GNS3 VM. C'est grâce au GNS3 VM. Le GNS3 VM, c'est une machine virtuelle où toutes les instances sont exécutées. Voici mon GNS3 VM. Et mon GNS3 VM, si je peux venir au niveau des propriétés, vous allez voir, j'ai donné juste 32 Go de RAM à mon GNS3 VM. Donc, ce qui me permet de démarrer toutes ces machines-là. Vous voyez? L'autre machine là, c'est bon. OK. Donc, comment les machines communiquent sur le réseau? On avait vu ça, c'est les requêtes ARP. Mais le plus important, c'est comment le switch va enregistrer les adresses MAC, ce qu'on est en train de voir juste avec la table CAM. Regardez ici, vous avez les machines complètement qui sont connectées. OK? Le switch lui-même, le switch, donc au total, on a combien? Un, 2, 3, 4. Parce que le switch là aussi a une adresse MAC. Voici la table d'adresse MAC, les gars. Je ne fais pas de configuration, pas de configuration. On va parler juste des technologies. OK. Maintenant, nous savons bel et bien que
La technologie Ethernet est la plus répandue et tous les switches utilisent ça. Et ils se basent sur les adresses MAC pour reconnaître les PC. Maintenant, on va aller sur les autres technologies. Si on connaît aujourd'hui les si on connaît Ethernet, les VLAN ou bien le LAN, ok, le LAN c'est un réseau local. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une autre technologie qui est très puissante et qu'on trouve sur tous les réseaux, ce qu'on appelle les VLAN. Les VLAN, Virtual Local Area Network, c'est le fait de prendre un switch physique, de le segmenter en plusieurs switches logiques. Et le maximum, c'est intéressant ici. Au début, si nous sommes sur le switch standard, le nombre de VLAN possible, c'est un seul VLAN. Sur le up, n'en parlons pas, il n'y a pas de VLAN, mais on considère comme un VLAN par exemple, parce qu'on ne peut pas faire de segmentation là-bas. C'est juste un réseau possible aussi. Maintenant, les switches non manageables aussi, non manageables, ils ont juste un seul VLAN possible. Donc, c'est des switches simples. Mais au moins, ils ont une adresse, une table d'adresse MAC où ils vont enregistrer les machines connectées. OK, on va plus loin. Maintenant, nous avons un grand réseau. Et nous n'allons pas travailler dans un seul domaine de diffusion, dans un seul réseau. Pour des mesures de sécurité, on doit séparer les réseaux. Et vous ne pouvez pas acheter pour chaque réseau un switch. Parce que peut-être il y a un réseau, il y a deux personnes. Vous ne pouvez pas acheter un switch pour juste deux personnes. Le problème est réglé très simple. On prend un switch et le switch, on a la possibilité de créer plusieurs switches virtuels. C'est juste ça, les VLAN. Raison pour laquelle il y a le mot Virtual Local Area Network, qui est une technologie de couche 2. C'est un VPN de couche 2 aussi. Un Virtual Private Network. C'est un VPN. Peut-être certains vont dire, mon monsieur Touré, qu'est-ce qu'il va dire comme ça? Mais c'est un VPN. Parce que c'est un réseau privé virtuel. Chaque LAN. Maintenant, si vous avez le switch qui est là, le switch est là, OK? Et vous avez les ports. Peut-être vous avez 24 ports sur le switch. OK? Et là, on va dire, OK, ce groupe de ports font partie sur le même réseau. Ce groupe de ports font partie sur le même réseau. Ce groupe de ports aussi. Ce groupe de ports aussi. Donc là, au départ, on avait un VLAN, mais maintenant, on a le premier VLAN qui est virtuel. Et les deux, et là, c'est un, 2, 3, 4. Et on a encore deuxième, troisième, ou bien, si vous voulez, un, 2, 3, 4, si vous voulez, on peut laisser là. Donc là, on a un, 2, 3, 4 VLAN. Maintenant, on a 4 VLAN possibles. Vous savez combien de VLAN on peut créer si c'est un switch pas trop puissant? Vous avez 2 à 1001 que vous pouvez créer. Mais il y a des switches où vous pouvez créer 2 à 1001, mais aussi de 1006 à 4094. Vous imaginez le nombre de VLAN possibles? Vous imaginez? Donc, les switches aujourd'hui, on peut avoir énormément de VLAN. Énormément de VLAN peuvent être utilisés sur le switch. Donc, 4000 au maximum. Ou bien 1000. Si c'est un switch où c'est pas trop puissant, on a 1000 ou bien on a 4000. OK? Nous sommes sur le on-premise. Donc, si c'est le data center, on a 2 à la puissance 24 VLAN possible. Ce qu'on appelle du VXLAN. Extensible Virtual Local Area Network. Good. Maintenant, nous connaissons le VLAN. L'objectif, c'est de segmenter. Donc, il y a certains peut-être qui vont poser des VLAN d'une autre machine à partir de son adresse IP. Il faut chercher une machine puissante. Bonjour, monsieur, expliquez un peu les ACL. Oui, les ACL Access Control List, bon, ça, c'est au niveau de la couche transport que nous allons parler. Nous sommes au niveau de la couche 2, les gars. OK, la couche 2. Les ACL Access Control List, c'est juste création de pare-feu, bloquer le trafic entrant ou bien sortant en se basant sur les adresses IP ou bien en se basant sur des numéros de port. Bon, les ACL, c'est ça qu'on appelle même les premiers types de pare-feu. OK, first generation. OK. Voilà, monsieur Doumbouya, les VXLAN, oui. VXLAN, c'est dans les data centers. C'est pour avoir plus de réseau local pour des clients. Donc aujourd'hui, sur le on-premise, le maximum de VLAN que vous pouvez créer, c'est 4000. Et que, par exemple,
si vous hébergez les services d'autres clients, des millions de personnes comme AWS, comme Azure, là, vous êtes obligé de confiner les clients au niveau des réseaux locaux bien déterminés. Maintenant, comme c'est tellement nombreux, les switches standards ne peuvent pas gérer ça, mais ce sont des switches beaucoup plus avancés, comme des Arista, comme des Nexus, par exemple, Cisco Nexus, qui peuvent gérer ça. Si vous allez dans le data center, vous allez trouver des Nexus, ok, 9300, 9800. Je vais vous présenter un Nexus 9800, peut-être dans 2 mois comme ça, ok. Vous allez voir comment le switch là est utilisé. Voilà, donc explique wireless Personal Area Network. Oui, Wireless Personal Area Network, un réseau local personnel. OK? Aujourd'hui, je peux avoir par exemple ma télévision, je partage avec le Bluetooth, voilà, et je peux échanger un réseau qui est personnel, un réseau wireless personnel. Par exemple, moi, je le fais. Mon téléphone qui est un iPhone, je partage avec mon iPad et mon ordinateur. Parfois, si ça sonne ici sur le téléphone et les autres machines aussi, vous allez voir que ça va sonner. Donc, on crée un réseau un wireless personnel, un area personnel, personal area network. Yes. Hakim, pourtant, vous pouvez créer un réseau simple avec 4 machines ou même. Ok, oui, c'est bon. Ça, je pense qu'il est. C'est quoi un VPN, Virtual Private Network? Oui, Hakim. Ok. Wide Area Network avec un man one. Yes, Princess Job. Ok. Bon, Wide Area Network. C'est pour les réseaux de grande taille. Ok, donc on a quitté sur les VLAN. Maintenant, ce qu'il faut savoir, on peut parler des technologies qui par défaut sont là. Par exemple, regardez, si je viens sur le Wireshark, je pense que je peux faire un zoom ici. Je fais faire un zoom, yes. Ok, je fais un zoom sur le Wireshark et on va regarder les protocoles. Regardez, moi, j'ai rien configuré. J'ai rien configuré et pourtant, il y a des messages qui circulent. Les messages qui circulent, on a par exemple le protocole DTP. Le protocole DTP, c'est quoi? Nous sommes toujours au niveau de la couche 2, les gars. Le protocole DTP, c'est donc on a parlé de switch ici, le switch, le VLAN, mais on va parler du DTP. Dynamic Trunking Protocol. Dynamic Trunking Protocol. DTP. Je pense que c'est ça, hein? Dynamic Trunking Protocol. Dynamic Trunking Protocol, c'est un protocole de couche 2 euh, qui permet de former le trunk. C'est quoi un trunk? C'est une sorte d'agrégation où tous les VLAN peuvent passer. Par défaut, les ports d'un switch, par exemple Cisco, le port est en phase de négociation pour former un trunk. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon pour la sécurité. Euh, le port est en mode négociation et un hacker peut former un trunk avec ce port. Donc, pour éviter cette formation de trunk, on met ce qu'on appelle le port en mode access. Donc, si vous le mettez en mode access, le port, ce sera un port tagué. C'est-à-dire que c'est un port qui met une étiquette pour identifier la trame. Si c'est un VLAN, par exemple le VLAN 1, par exemple, ou bien. Ouais, le rôle de UDP, oui, UDP, c'est du best effort. Il envoie. Le UDP, c'est au niveau de la couche 4. Les gars, suivez-moi très bien. Vous allez tous maîtriser les réseaux. Il y a certains de mes anciens qui sont là, vous allez tous maîtriser. Je vous dis une chose, nous sommes à la couche 2 du modèle OSI. Je vais partir à la couche 3. Et nous allons partir à la couche 4. Chaque couche, je vais vous énumérer presque une bonne partie des technologies et protocoles qu'on va utiliser. Donc, si vous me dites UDP, je vous dis, OK, on va se voir à la couche 4. Ah, Nogay. Ah, Nogay Telecom. Good, Nogay, c'est bon. Ça va? Négocier le trunk entre les deux switches, oui, les deux switches, mais aussi entre les deux machines. Parce que le trunk, la capture que j'ai fait tout à l'heure, la capture que j'ai fait tout à l'heure, c'est entre la machine et le switch. Entre la machine et le switch. Donc, pour des mesures de sécurité, regardez les gars, si vous avez votre switch,
le switch, on a des périphériques finaux. Un périphérique final ne doit jamais, jamais former un trunk. Sauf si c'est un serveur. Sauf si c'est un serveur. Parce qu'un serveur a plusieurs machines, plusieurs VM, si on fait du ESI. Maintenant, chaque VM peut être sur le VLAN, par exemple VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Mais là, vous êtes obligé de mettre ce port-là en mode trunk. Mais si c'est un seul user, c'est le end user ici, ce port-là doit être en mode access. Maintenant, si vous laissez le port, vous n'avez pas défini le mode access. Le DTP est activé par défaut. Et là, si c'est un hacker, le hacker va mettre son port là en mode trunk. Automatiquement, le port qui fait face à ce hacker va se mettre aussi en mode trunk. Et le hacker pourra envoyer des trames qui sont taguées sans problème. Parce qu'un port trunk, c'est un port non tagué. OK? Oui, les vidéos seront disponibles, les enregistrements seront disponibles sur ma chaîne YouTube. OK? Donc après juste ce cours, vous allez avoir la vidéo au niveau de ma chaîne YouTube. OK? Ibrahim Touré. Malheureusement, le cours d'hier, j'ai mal enregistré. C'est pourquoi c'est pas disponible. Oui, la formation, il faut contacter Semos Institute. Yeah, for sure. OK? Donc là, on partage les grandes lignes avec vous. OK, nous avons fini avec le DTP. Nous allons partir sur un autre protocole, les gars. Toujours, je n'ai pas fait de configuration au niveau de mon GNS3. J'ai fait capture du trafic à ce niveau. À ce niveau, entre le PC2 et le switch. Il n'y a pas de configuration. Et pourtant, il y a une communication extrêmement forte qui se passe entre les deux là. Et la communication continue. Maintenant, on a vu CDP. On va voir un autre protocole, c'est STP. Ah, ça, c'est le protocole qui est encore beaucoup plus intéressant. Donc, je dis encore, le DTP ne doit être bloqué. On ne doit pas activer le DTP sur nos switches. Maintenant, on va parler d'un protocole. C'est le protocole STP, Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol. OK. C'est quoi le rôle de ce protocole? Là, vous allez savoir pourquoi le protocole est là. Les gars, euh, regardez, c'est très simple. Nous avons ce qu'on appelle, au niveau de la couche 2 du modèle OSI, l'information qui est fabriquée avant d'être envoyée au niveau de la couche physique. Cette information, on l'appelle une trame. Cette information envoyée au niveau de la couche physique, elle est transformée en bits, en impulsion électrique, des 0 et des 1. Mais cette trame a un problème très grave. C'est quoi le problème de la trame? La trame n'a pas de durée de vie. Si vous envoyez une trame, si elle ne trouve pas sa destination, et même si elle trouve la destination, la trame peut tourner en boucle sur le réseau. Je m'explique. Vous avez ici un switch et vous avez un autre switch ici. Vous avez un seul câble et vous avez les utilisateurs sur ce switch-là. Et je prends un exemple, un utilisateur ici. Là aussi, vous avez N utilisateurs. OK, PC1, PC2. Le trafic qui quitte le switch SWA1 vers SWA2, c'est énorme.
Yes, oui, Doumbia. La trame n'a pas de TTL, time to live. Oui, la formation, c'est en ligne et en présentiel. Le nom de la chaîne, oui, c'est Ibrahim Touré, effectivement. Déjà, déjà, il y a des configurations avancées au niveau de la chaîne, telles que le VPN, le DEM VPN, yeah, que j'ai donné gratuitement par rapport à mes cours de CCNP en sécurité. OK. On revient sur notre architecture. Suivez très bien. On va savoir ici pourquoi le protocole Spanning Tree est là. Peut-être il y a certaines qui ont une fois entendu, il y en a d'autres qui ont pratiqué, mais qui ne savent pas en réalité pourquoi la présence de ce protocole. Le protocole a été créé juste quand on a créé les switches. Juste avant même les switches, on avait les bridges. Mais je vous dis, le protocole a été créé parce que à cause de ce problème de la trame. Le fait que la trame peut tourner en boucle, par exemple, une information est envoyée, une diffusion. PC1 envoie une diffusion. La diffusion peut venir ici, pas de problème. Là, ici, il n'y a pas de boucle. Il n'y a pas de boucle parce qu'il n'y a pas un chemin retour. Mais si vous avez un seul câble entre les deux switches, vous avez F01, F01. Si vous avez un seul câble, il y a un problème. Parce que le trafic qui quitte le switch A pour aller vers le switch 2, si le câble tombe en panne, le réseau ne va plus marcher. Donc, si le câble là tombe en panne, le réseau ne va plus marcher. Donc, comment on va régler ce problème? Très simple. On va doubler les câbles pour assurer la redondance, les gars. On double les câbles. On a deux maintenant F02 et F02. On a doublé les câbles. Maintenant, à la minute que vous doublez les câbles pour assurer le failover, si ce port ne marche pas, l'autre prend le relais, il y a un autre problème qui va venir. C'est quoi? C'est-à-dire que la diffusion qui a été envoyée en aller peut revenir sur ce port-là. Et quand la diffusion arrive ici, ça va partir encore. Et la diffusion revient. Parce qu'une diffusion, c'est quoi? C'est quand l'adresse MAC de destination, c'est FFFF comme ça. Un switch, quand il voit un FF, il va diffuser sur tous les ports. Donc, si cette boucle survient sur le réseau, donc le réseau ne va plus marcher. Maintenant, comment on va assurer la redondance en évitant les boucles sur le réseau? Vous voyez les gars, comment on va assurer la redondance si ce câble ne marche pas, l'autre prend le relais, en évitant juste les boucles. Et c'est là que Spanning Tree se met en place. Et Spanning Tree, son rôle, c'est quoi? C'est de bloquer le chemin redondant. On a deux chemins, on bloque l'un des chemins. On dit sur l'un des chemins, un trafic ne va pas passer là-bas. Maintenant, ce chemin-là, on va l'utiliser quand le chemin principal ne marche plus. Et on a assuré la redondance. Très simple. Donc, sur notre switch, OK, sur le switch, ici, OK, on va bloquer un port redondant. Par exemple, on va dire ce port-là est bloqué. C'est un port bloqué, mais n'oubliez pas, c'est un port qui est à l'écoute, qui prend des informations, seulement des informations qui sont en rapport avec Spanning Tree. Mais les données ne passent pas sur ce port-là. Les données ne passent pas sur ce port-là. Maintenant, si le port principal est down, et là, on va enlever l'inhibition qui était ici, qu'on avait ici sur l'inhibition qu'on avait sur ce port-là. Et le trafic va continuer. Et le PC qui est là va envoyer son trafic ici. Donc, voici comment marche Spanning Tree. Mais en profondeur, les gars, vous me connaissez bien, en profondeur, on saura comment ce protocole peut être géré sur le réseau. Comment euh, le port est bloqué. Ça, on va le voir. OK. Maintenant, nous avons fini par le Spanning Tree. Pourquoi il est là? Pour éviter les boucles sur le réseau et assurer en même temps la redondance. OK, on va aller sur un autre protocole. Une autre technologie qu'on appelle quoi? Ether Channel. Ether Channel. Good. Ether Channel. Ether Channel, c'est un peu l'inverse de la virtualisation.
La virtualisation, c'est quoi? C'est le fait de prendre un équipement physique et de créer des équipements virtuels à l'image de cet équipement physique. Mais Etherchannel, c'est l'inverse. C'est de prendre des équipements physiques pour créer un équipement logique. Regardez, Etherchannel, vous avez des câbles. Un, deux, trois, quatre câbles. Les quatre câbles, comme Spanning Tree, bloquent tous les chemins redondants. Etherchannel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, OK, pour éviter le blocage de ces ports redondants, on va les regrouper pour créer un seul port logique. Et quand on a un seul port logique, donc Spanning Tree ne va rien bloquer. Pourquoi il est là le protocole? Parce que Spanning Tree a des manquements. On va revenir sur notre switch. Mais cette fois-ci, on va augmenter le nombre de ports. Regardez les gars, on a 1, 2, 3, 4 ports. On a 4 ports. Maintenant, sur les 4 ports, malheureusement, Spanning Tree va bloquer les 3. Il y a un seul port qui va marcher. Spanning Tree ne va jamais autoriser 2 ports parce qu'une boucle va venir sur le réseau. PC2, PC1. Maintenant, pour régler ce problème, une autre technologie va se mettre en place. Donc, l'arrivée de Spanning Tree sur le réseau, l'arrivée des Spanning Tree sur le réseau, c'est dû à quoi? Ou bien l'arrivée des Etherchannel sur le réseau, c'est dû à quoi? Au manquement de Spanning Tree. OK, l'idée c'est très simple maintenant, c'est de faire ça. On a un switch ici, un autre switch là, et les 4 ports sont regroupés pour créer un seul port logique. Du coup, Spanning Tree ne pourra rien faire. On a un port, on a un port logique. Vous voyez ici, on a un port logique. On a un port logique. Maintenant, dans ce port logique, les ports ou bien les ports qui sont à l'intérieur de ce port logique ne seront plus bloqués. En réalité, on a ce qu'on appelle un port channel, mais à l'intérieur de ce port channel, qu'est-ce qu'on a? Si vous regardez en zoom, vous allez voir les 4 ports qui sont à l'intérieur et qui fonctionnent. Rien n'est bloqué. Ça veut dire quoi? Physiquement, vous allez voir ça. Les 4 ports physiquement ne seront pas bloqués. Aucun port ne sera bloqué. Mais si PC1 envoie des données vers PC2, il va utiliser en même temps les 4 ports. Et l'avantage encore, c'est quoi? Si chaque port faisait 1 giga, 1 giga, 1 giga, Spanning Tree va t'autoriser à utiliser juste 1 giga. Mais si on met de l'Etherchannel, les 1 giga seront utilisés en même temps et vous allez avoir 4 gigas de bande passante. Et le fait que les données sont partagées sur tous les ports, ce qu'on appelle du load sharing. Les données sont partagées sur tous les ports. Et là, la bande passante est encore beaucoup plus rapide. Si un port à l'intérieur tombe en panne, le réseau va toujours marcher. Raison pour laquelle Etherchannel est là. Pourquoi Etherchannel est là? Parce que tout simplement, Spanning Tree bloque tous les ports redondants. OK? Yes. OK, good. On est là. Ouais, donc c'est ça l'objectif d'Etherchannel. Les manquements de Spanning Tree sont réglés par Etherchannel. Mais Etherchannel lui aussi, avec ses manquements, il y a un autre protocole, une autre technologie qui va gérer ces problèmes, ce qu'on appelle VPC, Virtual Port Channel. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui. OK. Euh, Là, on a parlé de VLAN, on a parlé de Trunk, on a parlé d'Etherchannel, on a parlé de Spanning Tree, on a parlé un peu de port sécurité, on a parlé de non pas CDP pour l'instant, mais on a parlé de DTP. Mais nous allons parler tout de suite de CDP. OK, CDP.
On va revenir sur notre capture. Vous voyez, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Jusqu'à présent, j'ai rien configuré sur le réseau. Mais on va voir CDP. CDP. Et on fait entrer. Vous regardez le message CDP. C'est un protocole de couche 2. C'est quoi CDP? CDP signifie Cisco Discovery Protocol. Cisco Discovery Protocol. Cisco Discovery Protocol. Il y a le mot Cisco, c'est-à-dire que c'est un protocole qui permet d'identifier les équipements Cisco. Mais donc, normalement, on doit avoir un autre protocole aussi qui ressemble à CDP, qui est standard. CDP est propriétaire. Mais l'autre protocole qui est standard, donc c'est LLDP. Donc CDP, Cisco Discovery Protocol. Mais aussi, on a LLDP, Layer Link Discovery Protocol. C'est quoi la différence? C'est très simple, les gars. Euh, Par défaut, les deux protocoles, si c'est du Cisco, il a toutes les informations, le protocole de couche 2. Bon, si on regarde ici, par exemple, sur un des protocoles, bon, là, je vais venir ici. OK, CDP, Cisco Discovery Protocol. OK, vous voyez ici, et ça, pour des mesures de sécurité, on va voir ça. Plateforme Cisco. Vous voyez, plateforme Cisco. Software version. On a toutes les informations. Vous avez quoi? Il te dit que vous avez un switch Cisco de couche 2 qui a été fait par Cisco ici, copyright Cisco. Voilà. Et voici les informations du software. Et à partir de CDP, on peut faire de l'audit aussi pour voir est-ce que le logiciel, le système d'exploitation, la version est vulnérable, oui. Qu'est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on doit le changer ou bien on fait des mises à jour? Voilà. Donc, vous avez ici plateforme Cisco, toutes les informations de couche 2. Et à partir de ça, euh, je peux récupérer les informations sur le réseau. Par exemple, si je fais enable, show CDP neighbor. OK. Montre-moi les voisins CDP. Bon, là, l'autre, il s'appelle switch. Bon, je n'ai pas changé de nom, mais je peux ajouter les détails. Regardez, il me donne même les informations. Je lui dis, donne-moi les informations des voisins. Il me dit que oui, vous êtes connecté à un autre switch. Parce que, pourquoi il ne voit pas les PC? Parce que les PC, le CDP n'est pas activé sur les machines. Mais sur les switches, par défaut, c'est activé. Mais non, si vous êtes dans un environnement de production où vous avez plusieurs équipements qui sont différents de Cisco, et quel est le protocole qui est mis en jeu là-bas? C'est LLDP. OK? Et ce protocole, on peut le voir aussi sur Cisco en mettant Show LLDP Neighbor. Vous allez voir c'est les informations par rapport à l'équipement si le LLDP est activé. Donc, c'est des informations de couche 2 et qui sont extrêmement importantes pour le hacker et aussi pour faire de l'audit. D'habitude, ces fonctionnalités aussi, il faut les désactiver pour des mesures de sécurité. Sinon, un hacker peut analyser l'information CDP parce que par défaut, c'est envoyé. Donc, si le hacker récupère ces informations, il saura qu'il fait face à tel switch et il veut l'adresse IP du switch, il a la version du système d'exploitation du switch. S'il trouve des vulnérabilités pour les exploiter, il pourra les exploiter. Maintenant, pour ne pas donner l'avantage au hacker d'avoir ces informations, il faut désactiver sur le port le protocole CDP. Voilà. Donc, OK, je pense que on devait parler sur le PIOI, mais c'est pas grave. J'ai fait un récap très rapidement et c'est très simple. J'ai dit à ChatGPT, liste-moi les technologies de couche 2. Et il m'a listé 12 choses. Il m'a listé Ethernet, MAC adresse, fonctionnement du switch, VLAN, trunk, spanning tree, Etherchannel, port channel. La même façon que j'enseigne les cours à l'école. Même chose. C'est une logique en réalité. OK? Donc, je pense que j'ai fini pour le live d'aujourd'hui. OK? Il est 19 h presque.
Ok, on va essayer de se voir demain. Ok, demain, je pense que l'heure, on va le faire à 21 heures au lieu de 18 heures. Donc, à cause des activités religieuses. Donc, nous allons continuer demain à 21 heures. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, le live d'aujourd'hui aussi, heureusement, je vais vérifier. Je fais l'enregistrement, donc il sera disponible aussi sur YouTube. Les technologies de couche 2. Donc, on se capte demain pour d'autres thèmes qui vous seront communiqués demain matin avant. Ok, merci beaucoup. C'est fini de. C'est fini de. Ok. Alright. Merci. Donc, j'attends vos questions, réponses. Vous pouvez envoyer sur euh, en PV sur TikTok. Ok. Bon, je reste à l'écoute. Si pour les formations aussi, on a des séances qu'on doit démarrer à partir du 10. Donc, vous avez le CPS en réseau et on a aussi le CPS en cybersécurité qu'il ne faut pas rater. Le CPS en cybersécurité, il ne faut pas le rater. Ça, c'est moi qui vous le dis. La façon dont on enseigne le réseau en 2 mois pour maîtriser le réseau, c'est la même façon que vous allez maîtriser tout ce qui est pen test, ces genres de choses-là. Ouais. Et vous allez le voir en live avec nos lives que nous allons faire avec des démonstrations sur certains thèmes que nous allons, les thèmes principaux, on va les casser en plusieurs sous-thèmes et on va partager avec vous. Donc, vous allez maîtriser by force. Donc, les GNS3, les tutos seront disponibles sur ma chaîne YouTube. Le EVNG, Packet Tracer. Voilà. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, on vous attend à Semos. Merci d'avoir suivi le live. On se capte demain, même heure. Ciao.